Ok. Au fur et à mesure qu'on développe tous ces méga schémas, on commence à donner du sens au pourquoi de cette étude si sophistiquée du développement de l'enfant. Rappelons-nous que Freud, comme Einstein, il s'est posé des questions fondamentales du genre pourquoi y a-t-il la guerre? Pourquoi y a-t-il la guerre? On revient aux questions fondamentales qu'on retrouve dans le bouddhisme. Pourquoi y a-t-il la souffrance? Donc, chez l'adulte, Freud il avait observé des symptômes qu'on pouvait faire remonter par l'hypnose et la psychanalyse à l'enfance, et on retrouvait la sexualité chez l'enfant, une forme de pulsion, d'auto-érotisme vers cette recherche du plaisir, à être satisfait, à combler cette sensation entre apaisement et frustration, alimentation, faim. Et, et donc, c'est le mot en français. Après la faim vient quand l'appétit il est satisfait. Il vient pas la parole. Mais bref, ce que j'essaie de dire, c'est que donc dans l'observation de, des problèmes et donc de comprendre comment ça se fait que l'adulte il souffre, donc trouver l'origine de la souffrance aussi utopiquement ou en tout cas idéalement dans la démarche de Freud, trouver une solution à cette souffrance, pouvoir donc résoudre la souffrance d'un homme pourrait aussi permettre dans la collectivité, résoudre aussi le problème de la collectivité et donc réduire les guerres en quelque sorte. Ça nous paraît une utopie, mais n'oublions pas aussi que les mouvements qui ont été commencés par Marx et Engels, pas Hegel, Engels aussi, c'est une forme d'utopie, une forme de solidarité, de collectivité, pas des riches, pas des pauvres, une forme d'égalitarisme, était aussi un système totalitariste qui n'a pas tenu la route. Et donc on commence à donner du sens, et là j'ai rajouté ça. Donc en rajoutant ça, c'est donc le but principal, donc, c'est comprendre le développement de l'enfant et avec ces questions fondamentales que s'est posé Freud, hein, c'est un peu ça les buts. Hein, comment, quelle est la cause de la souffrance? Pourquoi y a-t-il la guerre? Et comment marchent, j'oserais dire, les meilleurs modèles de développement? Parce que ce qu'on commence à comprendre avec Vallon et avec Winnicott, c'est qu'on va commencer à voir au fur et à mesure, quand on va commencer à déployer les aspects de Winnicott par rapport à l'environnement, à l'instance maternelle, de comment elle devrait être, à comment le dispositif social devrait être pour pouvoir faire en sorte que le nourrisson devient, en quelque sorte, se constitue progressivement une identité. Donc, à travers la réalité à l'autre. Donc, comment nous, les personnes, les êtres humains, peuvent se développer pour être des adultes en quelque sorte épanouis, prêts pour affronter la vie d'une façon, je ne sais pas quel adjectif employer. Je dirais même pas intègre, parce qu'intègre impliquerait une morale, impliquerait des valeurs, mais une personne qui serait capable de faire face à la vie sans forcément manifester des problèmes profonds comme ce qu'on remarquait avant, la névrose et la psychose. Mais donc voilà, ça c'était une petite aperçu, une remise à point pour refocaliser un petit peu cette prise de conscience. Hein. C'est un peu ça finalement l'objectif ultime, en tout cas pour l'instant, le cœur de ce développement de l'enfant, qui c'est rien d'autre que nous-mêmes. Comment nous nous sommes développés en tant qu'adultes aujourd'hui, nous tous, on ressent des échos par rapport à ce qu'on est en train d'étudier avec Freud. Quelque part, la psychanalyse nous intéresse, quelque part, on a tous fait des rêves un peu symboliques qu'on n'arrivait pas vraiment à interpréter. Donc, qu'on y croit ou pas, il y a quand même de la vérité, quelque part. Donc, après cet réaperçu, pour recentrer la chose, allons commencer à attaquer en détail les différents modèles.